Les données personnelles, ou plus exactement le bon terme, est les données à caractère personnel, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui permettent d'identifier un individu. Dans l'entreprise, les DSI sont face à aujourd'hui une immensité de données à caractère personnel. Avec l'Internet des objets, on va encore plus démultiplier la situation, et donc que ce soit au marketing ou aux ressources humaines, que ce soit à la logistique ou à la fabrication, le nombre des données à caractère personnel sont en position exponentielle. Les big data ne sont que l'une des illustrations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait une réglementation extrêmement importante qu'on trouve dans la plupart des pays du monde. Une réglementation d'origine française, la loi informatique fichier liberté 1978, qui consacre effectivement les droits de l'homme numérique. L'article 1er de la loi informatique et liberté, première phrase, l'informatique doit être au service de chaque citoyen. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Cela veut dire que l'on doit prendre en compte la citoyenneté, que l'on soit en face d'un client, que l'on soit en face d'un salarié, que l'on soit en face d'un fournisseur. Chacun d'entre nous a le droit à la protection de ses données personnelles. Aujourd'hui, pour les DSI, 3 grandes obligations. Première obligation, les formalités préalables. Il faut que l'ensemble des données et l'ensemble des traitements soient déclarés ou autorisés par la Commission nationale informatique et liberté ou par les autres commissions en Europe ou dans d'autres pays. Les systèmes sont à peu près équivalents. Aucune donnée n'échappe, lorsqu'elle est nominative, à cette obligation de déclaration. Et en général, la DSI a une assez bonne connaissance du système d'information générale, le fameux SIG. Par contre, avec des requêteurs, des systèmes d'infocentre, de plus en plus les utilisateurs vont piocher dans ces gisements d'informations nominatives, et après, la visibilité dans les programmes d'utilisation en local, dans les métiers, avec des Excel ou des mini-bases de données, il n'y a plus de grande visibilité. Pourtant, à la fois toutes les données du système d'information générale et chaque donnée dans chacune des applications des métiers doit faire l'objet d'un traitement informatique et liberté, et le premier des traitements. Nul ne peut utiliser ce type de données sans les avoir déclarées à la Commission nationale informatique et liberté, dans certains cas pour les données sensibles, sans les avoir effectivement obtenu l'autorisation, dans certains cas dans les données sensibles, sans avoir obtenu l'autorisation, sauf bien évidemment à avoir un correspondant informatique et liberté, base d'une posture citoyenne et légale du suivi de la réglementation. Pour le DSI, la formalité préalable n'est qu'un des éléments. De l'autre côté de la chaîne, il faudra bien évidemment procéder à l'archivage des données. Chacun d'entre nous a le droit à l'oubli. Chacun d'entre nous a la possibilité d'être comptable archiviste de ces données. Les sauvegardes qui durent toute la vie de la personne sont impossibles en application de la loi informatique et liberté. Il faut archiver, c'est-à-dire que lorsque l'information n'est plus pertinente, dossier de candidature, lorsque l'information n'est plus pertinente, salarié qui a quitté l'entreprise, lorsque l'information n'est plus pertinente, client qui n'est plus un client parce qu'il n'a pas commandé au bout de 2 ou 3 ans, il faut nécessairement les supprimer des sauvegardes et le mettre dans des systèmes d'archivage, c'est-à-dire dans des systèmes où on ne peut pas les utiliser, sauf cas particuliers. Le droit à l'oubli entraîne que chaque donnée du SIG, mais aussi chaque donnée qui se trouve dans les métiers, a une durée de péremption. Et elle est obligatoire et doit être respectée sous peine de sanctions pénales. Dernier grand chantier pour la DSI, la mise en conformité de formalités préalables, l'archivage de toutes les données qui ne peuvent plus être actives. Il y a les flux transfrontières. Dans un monde de la globalisation, dans le cloud computing, les données sont envoyées dans groupes internationaux à différentes filiales, que ce soit les données clients, les données fournisseurs, les données RH. Et là, vous ne pouvez exporter des données vers des pays non européens que si et seulement si ce pays a une protection adéquate, c'est-à-dire il y a un continuum de protection, ou alors il faut obligatoirement que ce pays, pour l'importateur, signe une convention par laquelle l'importateur local applique non seulement sa loi, mais aussi la loi européenne. En conséquence, tous les flux transfrontières, dès le moment où les données quittent l'Europe, doivent faire l'objet d'un endiguement légal de telle manière à s'assurer que ces données sont conformes à la légalité communautaire.
Et là, le DSI ne peut pas dire j'ignorais, car les flux de données transfrontières, c'est d'abord et avant tout des flux informatiques dans le cloud computing. À partir de là, il faut respecter cette réglementation sous peine, de nouveau, de sanctions pénales et civiles. L'Internet du réseau 2.0, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est pour moi le Jurassique du monde virtuel. C'est la troisième dimension qui arrive. Toutes les règles du monde réel ne s'appliquent pas au monde virtuel, mais le monde virtuel n'est pas non plus une zone de non-droit. Chacun d'entre nous a le droit à l'image, et donc publier l'image de quelqu'un avec des mentions particulières qui peuvent être diffamatoires ou injurieuses sont soumis à la même réglementation que dans le cadre que l'on connaît aujourd'hui dans le monde physique. La particularité du monde virtuel, c'est que de plus en plus, on ne publie pas une information et puis une image. On publie un événement qu'on est en train de partager. Et là, la situation est bien plus complexe. Beaucoup viennent dire, mais je ne porte pas atteinte à votre image, vous étiez dans cet événement, c'est tout l'événement qui doit être diffusé. Et si vous refusez de diffuser cet événement, c'est vous qui portez atteinte à un de mes droits fondamentaux, c'est celui de m'exprimer à travers cet événement. Donc il y a sûrement des règles à mettre en cause. La problématique de mes droits n'est pas forcément une problématique juridictionnelle. La notion de droit naturel est beaucoup plus importante. Le droit de demain, il est d'abord créé à partir des valeurs d'aujourd'hui. On ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas besoin des tribunaux pour faire reconnaître les droits. Il suffit qu'à un moment donné, un certain nombre d'hommes et de femmes partagent des mêmes valeurs pour s'imposer. Si je prends l'absence de droit de propriété, dans aucun des pays du monde, il n'y a de droit de propriété sur les données, même si chacun d'entre nous a tendance à penser que ces données sont les siennes, pas de manière naturelle. Ce qui est intéressant, c'est que Facebook, qui est certes une société américaine, mais bien plus qu'une société américaine, une société mondiale, mais bien plus qu'une société mondiale, une société universelle. On est plus d'1 milliard sur Facebook. Et on a 1 milliard à avoir signé un contrat avec Facebook qui dit quoi? Qui dit qu'on accorde à Facebook une licence d'utilisation de nos données personnelles. C'est-à-dire que Facebook nous reconnaît un droit de propriété que l'on n'a pas, parce que derrière cette licence, elle crée de la confiance. Et voilà un droit qui est en train de naître avant sans parlement ni aucune juridiction. Ce qui fait un nouveau droit, c'est les valeurs qui sous-tendent cette règle juridique. Facebook, ce n'est pas un moyen de communication. Facebook, c'est la vie binaire. C'est la vie réelle. Facebook, c'est bien plus qu'un moyen de communication. C'est une vie en tant que telle. C'est une troisième dimension. Nous sommes 1 milliard sur Facebook, quelle que soit la religion, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quelle que soit la politique. Tous ces hommes et ces femmes se retrouvent sur une même plateforme. Facebook, c'est le droit de chacun d'entre nous de paraître. C'est le droit d'exister qui fait de chacun d'entre nous un people. Non pas un people pour communiquer, mais une personne pour s'adresser aux autres. Et Twitter, c'est pas autre chose que le droit de papoter. Voilà 2 droits fondamentaux. Celui d'exister et se montrer, celui de discuter et de convaincre. Twitter et Facebook sont simplement, dans le monde virtuel, des invariants de l'existence humaine. Il faut revoir Facebook à travers d'autres regards que ceux que l'on peut peut-être avoir en tête, c'est-à-dire la nation, le territoire, les castes, les tribus. Facebook est un nouveau monde dans lequel les règles du jeu sont à la fois très classiques et tout à fait nouvelles. Elles sont classiques. Un monde dans lequel le premier mot, la première expression, c'est « veux-tu devenir mon ami ?» est un monde nécessairement de cette planète numérique. Un deuxième mot autour de « j'aime » est nécessairement une partage d'émotions. Donc quelque part, Facebook, c'est pas autre chose que la possibilité de rencontrer d'autres personnes et de partager des émotions. Mais maintenant, Facebook, c'est aussi la possibilité de changer les zones territoriales pour des signaux beaucoup plus faibles que sont les zones relationnelles. Et en fait, on passe d'un espace d'échange d'émotions à un espace encore plus large, qui est un espace d'interaction émotionnelle. Dans le monde physique, l'échange d'émotions est très souvent
synchrone. Il faut être là en même moment, comme au téléphone. Tandis que dans Facebook, on va dire un j'aime sur telle ou telle marque, et ensuite ça va voyager à travers les octets. Et d'octet en octet, ça va être partagé, on va y revenir, on va repartager, on va s'y opposer. C'est une nouvelle façon de vivre. La clé de ce nouveau règlement, c'est Privacy by Design. Cela veut dire que la protection des données à caractère personnel n'est plus uniquement une formalité, un élément à prendre en compte lors du début de l'exploitation du logiciel. Privacy by Design, c'est la prise en compte des exigences informatiques et liberté en phase de conception, en phase de livraison, en phase de recette et aussi en phase d'exploitation. Protection des données à caractère personnel sur la donnée elle-même, le caractère adéquat, pertinent, non excessif, légal et loyal. Il faut que ces critères qui gèrent la donnée avant même son traitement soient pris en compte dès la conception. Notamment, par exemple, la durée de péremption. Beaucoup de logiciels sont incapables de gérer la durée de péremption de la donnée, sachant que la durée de péremption du donnée, pour qu'elle reste adéquate et pertinente, elle ne peut pas être adéquate et pertinente toute une période donnée, elle peut hésiter. Et puis, la donnée ne peut pas être forcément adéquate et pertinente, quel que soit le traitement. Elle peut être pertinente dans un certain cas et ne plus l'être. Donc, il faut avoir une hystérésis de durée de péremption. Voilà un élément de Privacy by Design qui, s'il n'est pas pris dès la phase de conception, ne pourra pas être mis en œuvre lors de l'exploitation. Mais de la même manière, les traitements doivent respecter le principe de légalité, le principe de finalité, le principe de légitimité et le principe de proportionnalité. 4 grands principes qui tissent autour de chacun des traitements des obligations informatiques et libertés pour protéger la dignité numérique de chacun des individus. Là encore, Privacy by Design, cela veut dire qu'au niveau du dossier de spécification fonctionnelle générale, dans le cadre des interfaces homme-machine et bien évidemment pendant la phase de coding, il faudra tenir compte de ces 4 exigences. À défaut, le système qui sera délivré ne sera pas conforme à la loi informatique et liberté avec toutes les conséquences associées. Ce qui veut dire que les DSI devront en interne mettre en place la règle Privacy by Design pour la conception et le développement des applications internes, mais aussi il faudra dans les contrats et il faudra dans les analyses fonctionnelles et dans les architectures techniques de prendre en compte ces exigences et de les imposer aux sociétés de services, voire aux éditeurs de logiciels, car ces obligations reposent d'abord et avant tout sur le responsable du traitement, c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice, et au cœur de l'entreprise utilisatrice, le DSI, qui est garant a priori d'une bonne conception et d'une bonne délivrance au métier des applications. Et pour être un garant, il faudra nécessairement appliquer la règle Privacy by Design. La problématique informatique et liberté, Privacy by Design, suppose nécessairement un dialogue entre les juristes et les informaticiens. Ce dialogue dans l'entreprise, c'est direction juridique et direction informatique. Certaines entreprises commencent à mettre en place des groupes de coopération, notamment dans le cas de workflow. Il faut nécessairement que la direction informatique prenne en charge les obligations techniques dans des spécifications juridiques. Il est nécessaire que la DSI pose des questions aux juridiques parce qu'ils ne pourront pas prendre en compte le Privacy by Design à travers leur propre technicité. Il est clair que dans aujourd'hui une application métier, il faut implémenter des spécifications fonctionnelles à vocation juridique. De plus en plus de cabinets d'avocats, et notamment notre cabinet, est orienté vers l'écriture de dossiers de spécifications fonctionnelles imposés par le droit. Exemple, Privacy by Design, le délai de péremption, il faudra définir donc pour chacun des données, il faudra définir pour chacune des données, dans le fameux dictionnaire des données, une date de péremption pour la donnée de manière absolue et pour les différents traitements de manière relative. Cette spécification, elle est technique dans l'écriture de la donnée et de ses métadonnées, elle est juridique dans l'exigence et l'existence de 2 durées de péremption au moins.
De plus en plus aujourd'hui, les entreprises, notamment les éditeurs, sont confrontés à un non-respect de leur logiciel avec des contrefaçons en série. Mais lorsqu'on observe les DSI, et notamment les grandes DSI, on n'est pas en face d'une contrefaçon de même nature que la contrefaçon des sacs, que la contrefaçon des stylos. On est plutôt en face d'une vraie difficulté pour certaines DSI de procéder à la mesure exacte du nombre de logiciels. Difficulté parce que le critère n'est pas forcément simple, à la CPU versus les technologies aujourd'hui de virtualisation, la notion de utilisateur déclaré, utilisateur concurrent, différents critères, évolution aussi parfois des éditeurs, dont le concept de facturation de la CPU à l'utilisateur déclaré ou l'utilisateur enregistré ou l'utilisateur dans le LDARM, différents systèmes qui font que parfois on ne sait pas forcément très bien calculer. Par ailleurs, les DSI sont en face d'une véritable tour de Babel des droits des logiciels. Chacun des éditeurs a des systèmes différents de calcul, de décompte et de contrôle. Avoir une métrique parfaite pour chaque centre informatique, c'est une très grande difficulté. Et pourtant, c'est la loi. Il y a là une véritable obligation de résultat, la contrefaçon de logiciels, c'est-à-dire l'utilisation de logiciels sans droit ni titre, tel que, en dehors d'un cadre contractuel, constitue une contrefaçon qui est punie civilement, mais aussi pénalement. Donc pour le DSI, la meilleure façon de mettre son centre informatique en conformité avec le droit d'utilisation des logiciels, c'est de demander à l'éditeur un audit. De plus en plus d'auditeurs ont des logiciels de calcul et le fait d'organiser des visites, ça permet d'avoir un centre ouvert, un centre de dialogue et ça évite de nombreuses difficultés. Attention à une seconde contrefaçon. C'est la contrefaçon des brevets. De plus en plus, on l'a vu, les combats entre les éditeurs, les combats entre les sociétés de services et les utilisateurs passent par les brevets. En France, on n'a pas trop l'habitude des brevets de logiciels. Pourtant, malgré l'interdiction légale, de l'impossibilité de breveter des programmes, il y a un nombre impressionnant de logiciels qui sont brevetés. Les sociétés de services, parfois, n'y portent pas une grande attention. Les utilisateurs ne se protègent pas contre des actions en contrefaçon liées à des brevets. Et la grande tendance demain, ce sera les grands contentieux en matière de brevets de logiciels, comme on peut déjà les observer aux États-Unis. Les logiciels peuvent faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur ou par le droit des brevets. Par le droit d'auteur, c'est la notion de licence, la limitation des droits d'usage et la contrefaçon pour non-respect de ces droits d'usage. En matière de brevet, c'est le non-respect d'une invention. On a l'habitude de traiter en France et en Europe, de traiter le brevet plutôt dans le monde industriel, dans le monde des sociétés de services en informatique et dans le monde des DSI, la préoccupation brevet n'est pas très forte. Pourtant, si on observe ce qui se passe aux États-Unis et si on anticipe que le monde de demain en France, c'est le monde d'aujourd'hui aux États-Unis, il faut s'attendre à des guerres de brevets, comme on a pu en entendre parler entre Apple et Samsung. Et le risque pour une entreprise, c'est de voir son cœur de métier bloqué. Contrefaçon par le droit d'auteur, non-respect des contrats des éditeurs, contrefaçon par brevet, non-respect des inventions. Il y a aussi la problématique du logiciel libre. De plus en plus, on utilise du logiciel dont on ne connaît pas l'origine. Les DSI devront obligatoirement interdire l'entrée de logiciels dans leur centre informatique qui n'aura pas été légalisé par une déclaration en tant que telle avec une garantie. Car d'entreprise en entreprise, chacun y va de ses petits programmes. Avec les nouvelles technologies orientées objets, on a de composer, et à l'intérieur, il peut y avoir une brique protégée par droit d'auteur et protégée par un brevet. Dans ce cadre, c'est l'ensemble de l'entreprise qui peut peut-être un jour se trouver bloquée par un logiciel cœur qui n'aura pas été créé et développé en dehors de potentialités de contrefaçon. Les développeurs, ils ont trois grandes tendances. La première tendance, c'est d'aller chercher du code avec Google Search et de ramener du code. Alors plus du code bien fait, plus ou moins en open source, plus ou moins libre, plus ou moins gratuit.
Ensuite, première tendance. La deuxième tendance, c'est qu'ils ont tendance à rajouter leur propre création et de ce nouveau bloc, ils considèrent que c'est à eux et en conséquence de quoi ils ont tendance à l'archiver dans leur espace et quand ils vont dans une autre entreprise, ils reprennent, c'est-à-dire comme l'escargot, ils se sont mis sur leur dos la totalité des programmes et l'emportant d'entreprise en entreprise. Mais le logiciel créé dans le cadre de l'entreprise avec les moyens de l'entreprise sont dévolus à l'employeur. Deuxième élément et troisième élément, en général, ils s'échangent du logiciel pour aller parfois plus vite ou tout simplement parce que de manière altruiste, ils partagent les mêmes considérations d'une tribu, celle des programmeurs, qui aujourd'hui est fortement revalorisée, et d'échanges de conceptions qui n'ont pas forcément été faites en dehors de toute exigence de respect des droits d'auteur pourraient conduire, sans le vouloir, avec certitude, à des contrefaçons.